Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous recevons cette semaine l'honorable Sénat Ali Puy. Il est le conseiller spécial du président national de l'Union des forces de changement, Gilchrist Olympio, et troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous parlons de son parti, l'UFC. L'UFC est le chantier de l'alternance au Togo. Honorable Ali Puy, merci de rester avec nous. Rebonjour, chères téléspectatrices. Rebonjour, monsieur Bocco. C'est tout le plaisir est pour moi. Et les téléspectateurs qui sont très très nombreux déjà à vous écrire, à vous poser des questions au plus 228 96 46 10 31 96 46 10 31 précédé de l'indicatif plus 221. Que pensez-vous du repositionnement politique de l'UFC? Cet accord répété UFC a-t-il permis au Togo d'engranger quelques avancées politiques? Le parti UFC peut-il conduire à l'alternance? Les questions sont à vous. On va commencer d'ailleurs avec ce premier téléspectateur. C'est Gide Huntondi qui nous écrit de Baguida. Il pose plusieurs questions. Il se demande si cet accord politique n'a pas sonné le glas de l'alternance que les Togolais souhaitent et que votre démarche, est-ce qu'elle n'est pas plutôt une forme de trahison envers les martyrs qui ont versé de leur sang lors des manifestations appelées par l'UFC? Crée-t-on un parti politique, surtout dans l'opposition, pour faire l'apologie du parti au pouvoir, comme le fait l'UFC? Que prévoit ce parti en qui le peuple a longtemps cru pour mettre le pays sur la voie de l'alternance démocratique? Et félicitations au passage à l'honorable Ali Puy, qui, pour le débat, ce qu'il dit est pertinent et convaincant. Les révolutions et les coups d'État ne sont pas bons car ils n'avantagent que la minorité et non le peuple. Alors, honorable Ali Puy, quelques questions précises pour vous. Est-ce que ce n'est pas une trahison, votre accord politique avec le RPT devenu UNIR? Est-ce que vous n'avez pas tué l'opposition? Je vais vous avouer que c'est une trahison. C'est une trahison, mais pas celle à laquelle vous pensez. Les gens que Gilchrist Olympio a trahis, c'est ceux qui ont fait de la lutte politique au Togo un business. Il est dehors, il finance, ils sont là, ils sont populaires, on n'a pas de résultats, ils financent, on continue, lui il est dehors, eux ils sont dedans. C'est mon opinion personnelle. C'est un business intéressant. À partir du moment où il voit qu'il y a des gens qui meurent et que ça ne mène à rien de continuer à s'affronter, il vient, il dit, asseyons-nous, discutons, allons au fond des choses, faisons des compromis pour que les élections soient plus démocratiques et qu'à un moment donné, si c'est nous qui l'emportons, nous puissions avoir l'alternance que nous cherchons. On dit qu'il a trahi. Mais la trahison se trouve où? La trahison se trouve vis-à-vis des gens dont c'était le business. Parce qu'à partir du moment où maintenant, ceux qui se bagarrent s'asseyent pour discuter, ils se sont compris, il n'y a plus de business, il n'y a plus de marché, ce n'est plus un marché. Donc, bien entendu, ils vont crier à la trahison. Ils vont l'amplifier, ils vont faire le tour du monde pour dire que ce monsieur est un traître, qu'il a trahi le peuple togolais. Il a trahi ceux avec qui il était dans cette affaire-là, qui pour eux était un bon business. Pour ce qui concerne le peuple togolais, je vous l'ai dit, si nous n'avions pas signé cet accord-là, on serait où aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Et presque tous les partis qui, à l'époque, criaient à la trahison, n'ont-ils pas participé au dernier dialogue que nous avons fait ici, pendant 6 mois? Est-ce que quelqu'un a crié à la trahison? Donc c'est une question de perception. Moi, je pense personnellement que l'erreur qu'il y a eu à cette époque-là, c'est que lorsqu'on veut engager un parti de cette taille, dans un accord de cette magnitude, une fois qu'on avait fini les discussions au niveau de l'état-major, on aurait même pu convoquer un congrès extraordinaire pour expliquer à la base que, les amis, on est sur ce chemin-là pendant longtemps, on va essayer un autre chemin. Qu'est-ce que vous en pensez? La seule chose qu'il a faite à cette époque-là, et qui n'était donc visiblement pas suffisante, c'était de convoquer les chefs de toutes les fédérations pour les consulter. Et elles ont donné leur aval avant que nous n'allions dans cet accord-là. Et comment se fait-il que beaucoup ont tourné le dos à la signature de l'accord? Mais qui appelons-nous beaucoup? C'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure. Et notre position est tellement complexe que si je n'ai pas de preuves pour étayer mes propos, vous allez penser que je suis en train d'essayer de vous embobiner. Les beaucoup là dont vous parlez, c'est eux que vous venez de voir sur les photos.
ils sont encore là. Ceux-là, ce sont nos cadres. C'est-à-dire que quand vous allez dans la zone, on dit UFC, il y a le président fédéral, il y a le président de section, il y a le président de sous-section, et tout ce beau monde-là, il y a toute une structure qui les suit. Oui, mais Ces gens-là, ceux qui constituent aujourd'hui ils sont encore là. l'Alliance nationale pour le changement Ça, à l'ANC, ça, ce c'est- sont les anciens cadres de l'UFC. Ça, c'est les officiers supérieurs. J'ai failli dire, c'est toujours certains officiers qui contrôlent des troupes qui essayent de déposer un chef, comme vous l'avez vu dans la sous-région récemment. Ce n'est pas celui qui est en face. Donc ce sont ses plus proches qui ont essayé de le déposer. C'est ce qui s'est passé en 2010. Suivons la séquence. On a tenté de l'exclure du parti. D'exclure Gilles Christ. Oui, c'est ce qui s'est passé en 2010. Et moi, je m'en souviens bien parce que j'étais trésorier de la fédération au Canada. Et quand on est arrivé à ce point, j'ai dit non. Même si vous estimez qu'il a fait une erreur, bon, il y a des statuts, il y a une procédure pour faire passer le patron devant les structures pour dire que bon, on a un problème avec ce qu'il y a comme décision. Mais quand vous faites un putsch, ça veut dire qu'il y a une autre intention derrière. Et au moment où, d'un côté, on essaye de le déposer, on a envahi les médias de l'autre côté pour dire « Ah, il nous a trahis, c'est Satan ». Et comme tout cela va avec la culture politique qui accompagnait notre mouvement à l'époque, qui est de dénigrer et insulter, on l'a fait avec Agboibo, on l'a fait avec d'autres. Dès que quelqu'un fait quelque chose d'autre, oh, celui-là c'est une béquille du RPT. C'est de chez nous cette façon de faire la politique. Donc je la connais bien. On nous a appliqué notre propre remède. Dieu merci, nous n'en sommes pas morts. Effet boomerang. 91-62-16, 91-62-16, notre fidèle Richard de Cara. Je voudrais savoir si le radicalisme qui a caractérisé l'UFC depuis les années 90 face au régime en place est toujours en vigueur. Sinon, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre démarche et quels en sont les facteurs? On l'a dit abondamment. Ouais, on en a beaucoup parlé, mais comme je vous l'expliquais juste avant qu'on ne finisse tout à l'heure, de mai jusqu'à maintenant, j'ai rencontré plus de 1000 cadres, donc pas militants, cadres du parti. Et quand je fais le bilan, on a entre 7 et 10 personnes qui sont à contre-courant, mais qui occupent des positions stratégiques, qui peuvent enrhumer la machine. Et c'est récurrent à l'UFC, ce n'est pas nouveau. Vous avez un état-major qui un beau matin disparaît, crée un autre parti. Vous avez des gens qui quittent le haut commandement de notre parti pour devenir vice-président ou grand patron dans un parti de l'autre côté. Donc vous comprenez que notre haute hiérarchie est parfois, je ne dirais pas infectée, mais c'est-à-dire que les gens qui peuvent nous emmener vraiment en bas sont dans le premier cercle du patron. Et quel est le mobile de leur mécontentement? Il n'y a pas de mobile de mécontentement, c'est l'insincérité. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Fabre. Parce que M. Fabre, quand il n'est pas d'accord avec toi, tu le sauras tout à l'heure, et il prendra sa route. Il ne va pas rester avec toi et faire semblant du lundi au dimanche et pendant ton sommeil te poignarder. Quand il n'était pas d'accord en 2010, il est parti, non? Vous l'avez vu, il a créé son formation politique, il fait sa vie, il n'y a pas un problème. On n'a pas un problème avec lui. Mais ceux-là qui restent et font semblant d'être avec M. Olympio et qui sabotent son action, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Qui sont-ils? Bon, je vous ai dit que le linge sale se lave en famille. Sur les pas de Gilchrist lui-même, et étant oufouettiste aussi, hein, on ne peut pas être en conflit avec les gens, nous avons fait la paix avec tout le monde, incluant ces gens-là, pour ne pas avoir à les nommer. Et maintenant, nous sommes une dynamique pour aller à un congrès. Nous sommes dans un climat apaisé, donc il ne m'appartient pas de venir sur les médias dire que celui-là, c'est Satan, celui-là, c'est tel démon, celui-là... Non, nous sommes tous de la même famille. Mais nous savons bien que dans notre haute hiérarchie, il y a des gens qui ne sont pas avec nous. En tout cas, il y a des gens qui ne sont pas avec M. Olympio. Et c'est dommage. Alors, comment allons-nous arriver à l'alternance? Ce que moi je suis en train de dire, c'est que il faut s'adapter au contexte dans lequel nous sommes. La Blodé, qui est notre identité, c'est un concept qui a été développé et qui, en son temps, nous a permis d'obtenir l'indépendance. Parce qu'à cette époque-là, nous étions dans un contexte de colonialisme, même si le Togo était sous mandat. Et la priorité, c'était que le pays devienne indépendant, que nous disposions de nous-mêmes. Avec la Blodé, nous avons réussi à obtenir l'indépendance. Une fois que nous avons eu l'indépendance, l'objectif a changé maintenant. Il s'agissait de bâtir une nation et d'en faire un pays prospère.
C'est sur cette voie-là, un pays développé, c'est sur cette voie-là de structuration de notre économie et d'édification d'une nation que le président Olympio était, Sylvanus, lorsqu'il a été malheureusement abattu. Nous avons connu d'autres mouvements qui ont essayé de rassembler les Togolais pour bâtir une nation, le RPT et tout cela. Et au début des années 90, il y a eu des mécontentements dans les rues qui ont été récupérés par une partie de l'élite politique et bourgeoise qui ont dit que, bon, tous vos problèmes seront réglés si vous avez l'alternance. Donc, c'est lui le problème, on va l'enlever. Quand on va l'enlever, tous vos problèmes seront réglés. Et on est rentré dans cette affaire-là et l'alternance est devenue la seule et unique priorité affichée aux Togolais comme porte d'entrée vers le paradis ou vers le bonheur. Et on y croit. Et depuis, dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, ah, tu es contre l'alternance, tu es vendu. Tu es contre l'alternance, c'est devenu un leitmotiv. On a fait la politique comme ça pendant 30 ans, mener les gens en bateau pendant 30 ans, et il n'y a pas d'alternance. Il y a eu l'alternance au sein de la majorité présidentielle, c'est-à-dire qu'un est parti, l'autre est venu, mais l'alternance entre la majorité et l'opposition n'a pas eu lieu parce que, bon, on a mis le focus sur le changement de gouvernement et on en a fait une condition sine qua non à notre bonheur. Alors qu'il y a la question de la gouvernance qui est beaucoup plus importante et qui a beaucoup plus d'impact sur notre quotidien. Vous voyez la Chine n'est pas un pays, n'est pas la plus grande démocratie du monde, mais ils ont quand même sorti une bonne partie des Chinois de la misère. Il y a des pays qui sont moins démocratiques, qui vont bien, relativement bien en termes de qualité de vie. Nous avons choisi la démocratie comme système politique, mais nous disons que les questions de développement sont importantes parce que 60 ans après nos indépendances, nous avons des problèmes dans presque tous les domaines. Et nous avons des problèmes de base. Plateau technique insuffisant dans les hôpitaux, des gens mal payés. Alors nous, ce que nous disons, et c'est ce que je dis pour ramasser un peu ma réponse, c'est que l'Ablodé nous a permis d'avoir l'indépendance. Une fois que nous avons eu l'indépendance, l'édification d'une nation et le développement du Togo sur le plan économique étaient les priorités de Sylvanus Olympio. Comme parti politique héritier de Sylvanus Olympio, moi je souhaite qu'on remette le focus sur les questions de développement. Il faut augmenter les salaires des Togolais. Il faut que les gens vivent mieux. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on doit pouvoir te soigner. Si tu es entre deux emplois, parce qu'on t'a licencié, il y a des problèmes, il doit avoir une assurance emploi qui te permet quand même de payer ton loyer, de couvrir un certain nombre de dépenses. Si tu n'as rien de rien, tu es une mère avec des enfants, ton mari t'a quitté et tout cela, tu dois pouvoir avoir un revenu minimum d'au moins 50 000 et des allocations qui dépassent les histoires de 2 000 francs qu'on donne aux gens. Eh bien, comment vous faites pour financer toutes ces dépenses? C'est là la question. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous expliquer à fond en 2 minutes, le en programme. 2 minutes, parce que de toutes les façons, nous sommes au cœur du problème et ça reviendra plus. Dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes en ce moment, où nous avons une crise sanitaire qui a impacté notre économie avec une poussée inflationniste, la seule chose qu'on peut faire, on ne peut pas mener de politique à proprement dite libérale parce que nous n'avons pas un tissu économique, on n'a pas encore un secteur privé robuste pour pouvoir, par le biais de la fiscalité, générer plus de revenus pour l'État. Donc on n'a pas d'autre choix que de mener des politiques de relance sur le modèle keynésien en continuant à détériorer le déficit public, c'est-à-dire en continuant d'emprunter pour financer l'économie, pour stimuler la demande. Et on doit donc, ça, un des corollaires de ce genre de politique, c'est l'inflation. Bon, il y a plusieurs types d'inflation, on ne va pas en parler aujourd'hui, comme il n'y a pas de temps. Mais si nous étions en capacité, c'est-à-dire que si en 2018, vous nous aviez donné une majorité au Parlement, face à une crise comme celle que nous vivons, nous aurions fait à peu près ce que le gouvernement en ce moment l'a fait, avec la différence que l'UFC aurait supprimé les péages. Tous les péages qu'il y a dans le pays, comme l'a fait le Ghana, nous aurions supprimé tous les péages. Nous aurions baissé la TVA. De toutes les façons, je vous ai envoyé notre programme politique. Et vous voyez déjà, à l'époque, on disait que 18% de TVA, c'est trop. On pensait l'amener à 10%, puis à 5%. Et permettre aux communautés, c'est-à-dire aux municipalités, elles aussi de taxer un peu selon leurs besoins. Et on trouve un mécanisme de péréquation pour que celles qui sont moins favorisées aient quand même, il y ait des transferts vers eux. Tout ça pour dire qu'on aurait baissé la TVA. La TVA à 18% dans un climat comme ça, c'est beaucoup.
on aurait élargi l'assiette fiscale. Vous demanderez à tous les ministres qui viennent au Parlement. Chaque fois que je prends la parole, je leur dis qu'il faut, quand est-ce que vous allez commencer à identifier la population? Il faut faire un recensement. Il faut faire un recensement des populations, il faut faire l'identification biométrique. Comme ça, nous savons combien nous sommes dans le pays. Quand on sait combien on est dans le pays, ensuite on nous segmente. Celui qui gagne 10 millions par mois, forcément doit contribuer un peu plus à l'OTR que celui qui gagne 35 000. Et celui qui n'a rien, c'est comme ça qu'on les répertorie. Et quand on veut déployer des programmes comme Novici, on les cible. On ne va pas dire... Celui qui a 10 millions ne va pas aller se faufiler parmi les gens et toucher Novici. Donc il faut vraiment qu'on sache nous sommes combien. Donc identifier la population d'une part pour pouvoir élargir l'assiette fiscale. Et ça va aider aussi à la transition qui se fait du secteur informel au secteur formel. Parce qu'on vous présente beaucoup de statistiques en vous disant que tout va très bien. Mais les statistiques sont basées sur ce qu'on peut toucher, sur ce qui est tangible, ce qu'on voit, ce qui est formel. Et le secteur informel, qui représente une grande partie de notre économie. Donc il faut vraiment faire une transition pour que ceux qui sont dans le secteur informel soient dans le secteur formel, qui aussi contribuent par l'impôt et tout le reste. Donc de cette façon, plus on est nombreux à payer, mieux on peut baisser ce que chacun contribue, tout le monde contribue. Et vous voyez qu'on va mieux. Pour le reste, le gouvernement fait déjà ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi vous ne nous entendez pas aboyer. Parce que, bon, leur marge de manœuvre est limitée. 70 75 06, 70 75 06. Merci pour ces idées mises par M. Ali. Puis, ce sont des propos que nous voulons entendre. Ça prouve leur niveau de maturité et surtout le bon sens de mettre le bien-être de la population en avant. Merci infiniment à vous. C'est Morou qui nous écrit depuis Afania. Merci beaucoup. Ça vous voit au cœur que vous venez de toucher. Oui, absolument. Nous allons prendre Sana Komla. Sana Komla qui nous écrit le numéro, il faut que je le retrouve, 96 51 30, 96 51 30. Il nous envoie un long test. La souveraineté appartient au peuple, article 4 de la Constitution. Avoir une constitution non susceptible de modification est une manière d'enlever la souveraineté du peuple à la modifier quand il le juge opportun. L'actuelle constitution est une grande avancée pour le Togo, car désormais des députés en catimini n'ont plus la possibilité de réviser la limitation des mandats présidentiels, article 59 de la Constitution. En revanche, ce sera possible quand le peuple souverain le voudra par référendum. On dit merci au chef de file de l'opposition, M. Olympio, qui a pesé lourd pour la conservation du quinquennat et pour une constitution sans la rue et dans le respect des principes républicain. Merci beaucoup, Monsieur Sana Sadio Etchou, donc que je suis de temps en temps dans de vos émissions, qui fait des analyses pertinentes. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. 91 84 02 91 84 02. Bonjour, je salue le député pour ses explications. Ma question est celle-ci. L'UFC regrette-t-elle ses erreurs des années 90? N'a-t-elle pas contribué au retard du pays? Quel conseil pour ceux qui restent radical ou radicaux? Jonathan, depuis Sotoubois. Vous savez, comme on dit souvent, on ne peut pas refaire sa vie. On ne va seulement qu'en avançant. Et les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc, nous sommes dans une dynamique où, Dieu merci, nous n'avons pas tout perdu. Comme vous le voyez, nous avons perdu, c'est vrai, certes, peut-être des militants, mais la structure du parti est encore là, nous sommes encore là, nous pouvons contribuer et nous voulons contribuer différemment. Nous voulons que l'UFC, qu'elle soit en majorité ou en minorité, contribue au développement du pays de façon significative. C'est notre ambition, c'est pourquoi vous nous voyez continuer à agir. Maintenant, est-ce qu'on a des regrets? Il est un peu tard pour regretter. Je dirais que c'était... J'assume cette politique-là, nous l'assumons sans faux fuyant. C'était une dynamique d'époque. À cette époque-là, c'est comme ça, c'est face à la situation de ce moment. C'est les analyses qu'ils ont faites. Ils ont fait ce qu'ils jugeaient bon. Nous aussi, peut-être demain, on nous jugera, on trouvera que ce que nous faisons n'est pas bon. Donc, en toute humilité, je dis que si ce que nous avons fait a retardé le Togo, veuillez nous en pardonner. C'est qu'on n'a pas voulu retarder le Togo, mais que maintenant nous essayons autre chose et nous espérons ne pas nous tromper encore une fois de plus. De Sotoubois à Dido Gomen, 92 07 38, 92 07 38. Bonjour honorable, je suis à l'Oignon Yahou Agbessi. Depuis Adido Gomen, je suis impressionné par vos propos.
Mais concernant les journalistes incarcérés, vous avez dit de laisser la justice faire son travail et vous avez aussi dit la justice togolaise n'est pas parfaite. Mes questions sont les suivantes. Comment peut-on laisser une justice imparfaite faire son travail? Les coups de force sont antidémocratiques en Afrique, mais c'est par quels moyens on peut se débarrasser des régimes non démocratiques? Le seul moyen démocratique, ce sont les élections, mais vous-même, vous savez les conditions dans lesquelles les élections sont organisées en Afrique. Dis-nous les moyens démocratiques par lesquels on peut aboutir à l'alternance. Je salue avec déférence mon vieux Gilles Christ Olympio. Merci beaucoup. Il pose des questions très pertinentes. Monsieur Agbessi, je suis impressionné par la qualité de vos questions. Effectivement, c'est ça le nœud du problème. Alors, vous avez des élections qui ne sont pas à 100% démocratiques. C'est un processus continu, c'est comme un mur qu'on construit. Parfois, le mur n'est pas tout à fait droit. On enlève les briques, on remet, on réessaye. On ne va pas tout casser pour recommencer chaque fois. Ce que moi je suis en train de dire, qu'il faut que les populations soient impliquées dans le processus. Il faut qu'on soit tous un peu plus responsables. On te met quelque part pour faire un travail. Tu as le droit d'avoir ton opinion politique, tu as le droit d'appartenir à un parti politique. Mais lorsque tu es en train d'occuper une fonction où l'intérêt général est en jeu, tu enlèves ton manteau politique que tu mets de côté et tu sers ton pays. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la patrie avant les partis. Si tu penses que tu vas mettre ton parti avant le pays, bon, à court terme, ça marche, mais à moyen ou à long terme, ça nous rattrape tous. Donc, c'est cela. Une participation massive au processus. Ceux qui sont impliqués dans le processus doivent faire leur travail de la façon la plus responsable qu'ils peuvent. Et graduellement, petit à petit, le processus va aller en s'améliorant. Rien ne se fait du jour au lendemain. Ce que moi, je suis en train de dire, c'est que il vaut mieux ramper et aller lentement sur la bonne voie que d'être en train de courir à toute vitesse sur la mauvaise voie. Vous êtes en train de perdre votre temps. Coup d'État, manifestation, tout ça, ça ne mène nulle part. Nous sommes sur la voie où on dit qu'on vote. Après, on compte. Celui qui a gagné, a gagné. Mais dans l'exemple du Ghana, par exemple, un coup d'État a été salvateur pour ce pays qui est pratiquement sur la voie de... Je ne suis pas adepte des coups d'État. Je n'ai jamais soutenu les coups d'État que ni Rollins et toute sa clique-là ont fait. Je suis libéral, donc je ne veux pas m'immiscer dans les affaires du Ghana compte tenu des fonctions que j'occupe ici. Mais je suis libéral, donc je soutiens plutôt des forces libérales. Mais je n'ai pas à prendre parti dans ce qui se passe là. Ce que j'ai à dire, c'est une position de principe. Je suis contre les coups d'État. Qu'ils soient bons ou mauvais, un coup d'État est un coup d'État et ce n'est pas bon. 91, 96, 63, 91, 96, 63. Oui, mais finalement, j'ai été entendu, et vu et compris par un téléspectateur qui me jette aussi des fleurs. Salut Liwod et spécialement à vous le présentateur, vous faites bien votre travail et que le bon Dieu vous protège. Merci en tout cas, on compte faire mieux, on compte, faire mieux. En 2022, j'aimerais que l'invité soit précis, plus précis, sur les moyens de lutte pour accéder au pouvoir. Ça sent dans son commentaire que l'UFC se plaît sur sa position de troisième vice-président de l'Assemblée nationale et non la quête du pouvoir. Merci à vous et courage. Mais, que dire? C'est ça aussi la vie, hein? Non, on n'est pas dans une posture de complaisance. Bon, là, on enlève le manteau d'économie, on revient un peu en politique. Il y a plusieurs choses qu'il faut garder en tête. Pour un parti politique, il y a les stratégies de conquête de pouvoir. Quand on a le pouvoir, il y a les stratégies de gestion de pouvoir, il y a les stratégies de conservation de pouvoir, et pour d'autres, on peut ajouter même les stratégies de départ du pouvoir, c'est que votre exit, comment vous le préparez. Nous sommes dans une stratégie de conquête de pouvoir. Le pouvoir n'est pas disponible en ce moment. Nous sommes entre deux élections. Que doit faire quelqu'un de raisonnable et d'intelligent? Il n'y a pas d'élection en ce moment. Notre travail, c'est de contrôler l'action gouvernementale et de contribuer au développement du pays en faisant des propositions. C'est ce que nous faisons. Qu'on les insulte du lundi au dimanche pendant la période entre deux élections, ça ne change absolument rien et ça ne fait pas avancer le Togo. C'est ce qu'on fait depuis et ça ne mène à rien. Nous faisons des propositions. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut baisser la TVA. Il faut remettre des programmes comme Novici sur le tapis. C'est des choses comme ça qu'il faut que l'opposition fasse. Pour que même si vous n'avez pas le pouvoir, l'idée est mise.
Si l'idée a du poids, l'idée a un sens, même si vous n'avez pas le pouvoir, ceux qui l'ont l'écoutent, l'évaluent, ils peuvent la reprendre et la mettre en œuvre. Vous savez que les questions de loyer, de caution et tout cela, Jerry Tahama ne dit rien, mais il avait préparé une proposition de loi allant dans ce sens-là. Il en a parlé sur ce plateau. Vous voyez, il y a quelques finalement, le gouvernement aussi l'avait peut-être dans ses tiroirs, mais à un autre timing. Et ça se fait. Quand on réduit le nombre de mois de caution et tout cela qu'il faut faire, est-ce que ça arrange le Togolais, oui ou non? Oui. Jerry l'a proposé, le gouvernement l'a proposé. Pour nous, ce qui est important, c'est que l'idée est bonne et c'est fait. Oui, mais il reste les mesures d'application. On sait, les lois sont votées, beaucoup de bonnes lois dans votre pays, mais le problème, c'est dans l'application. Oui, on fait le suivi. Jerry a fait plus d'une vingtaine d'interpellations. Moi, quand il y a un problème, je vais voir les ministres directement. On préfère discuter. Mais avez-vous les moyens? L'exécutif a-t-il les moyens de faire exécuter une telle loi limitant... C'est la loi. Et c'est là que je dis que ce soit dans les processus électoraux ou tout le reste, les populations doivent être engagées dans ce qui se fait pour que ça marche. Si on dit qu'on fait une fête, on invite les gens, et que les gens n'ont pas envie de venir, ils vont rester chez eux. Mais vous faites la fête, vous avez acheté la nourriture, vous faites tout, vous avez mis la musique. Si les gens ne viennent pas, il n'y a pas de fête. Donc c'est à nous, classe politique. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'il faut décourager la citoyenneté et saboter ce qui va aussi dans l'intérêt du pays parce que nous n'avons pas le pouvoir. De notre rôle de minorité, nous devons être fair-play et faire nos devoirs. Il y aura une période électorale où chacun va venir dire si c'était lui, que ferait-il? Et à ce moment-là, nous aussi, ce qu'on a à vendre, on vend. Si les gens achètent, ils achètent. S'ils n'achètent pas, bon, ça fait dans 5 ans. Donc ce n'est pas une posture de complaisance. Il faut que votre offre politique soit pertinente, convaincante, et que les gens y adhèrent par le mécanisme des élections. C'est comme ça que vous arriverez au pouvoir. Alors, je vais terminer, ça va me prendre 1 minute. Nous ne sommes pas dans une posture de complaisance. Je ne suis pas arrivé au poste de 3e vice-président parce que je l'ai demandé ou parce que je l'ai cherché. C'est le système démocratique que nous avons mis en place et la volonté politique du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, d'avoir une gouvernance partagée dans le pays qui fait que s'il y a 4 postes, la majorité en a pris 2, l'opposition en a pris 1, les indépendants en ont 1. Nous sommes 4, il y a 4 postes de vice-président. Donc, c'est plutôt de la maturité de leur part d'ouvrir le jeu. On peut laisser le poste vacant ou tout prendre légalement. Mais il y a cette élégance-là de dire, bon, on n'est pas seul. Même si vous n'avez pas gagné l'élection, vous existez, vous comptez. Bon, on est allé au dialogue politique. On nous a fait l'honneur de nous demander, à notre modeste personne, de co-présider le dialogue avec mon aîné, le président du groupe parlementaire UNIR, l'honorable Acholi. Et tout cela en coordination avec notre doyen, le ministre d'État, le ministre Boupessi. C'est de l'élégance politique. Voilà quelqu'un qui a tout, qui pourrait tout garder, mais qui est conscient qu'il n'est pas seul, que les autres aussi existent. Si on peut leur faire de la place, alors qu'on n'est pas obligé, tout cela contribue au vivre ensemble. Ce n'est pas comme un gâteau qu'on vous donne et puis vous ne parlez plus. Je vous ai dit ce qu'on ferait si on était en majorité. Ça rejoint la question de notre prochain téléspectateur 90 55 53, 90 55 53, qui semble dire que vous avez un langage conciliant avec le pouvoir, mais vous taclez sévèrement l'opposition. Est-ce que c'est une stratégie pour garder pied sur la scène politique? Soyons sincères, est-ce que j'ai insulté aujourd'hui sur votre plateau un seul parti politique, un seul parti d'opposition ou un seul homme politique? Je viens d'une famille de financiers, de diplomates, donc je suis par nature conciliant. Je ne suis pas celui qu'on va envoyer insulter les gens, aboyer, mordre les gens. Ce n'est pas dans ma nature. Bon, maintenant, mon travail fait que, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire, que je dois te dire avec des insultes pour que tu comprennes? Je peux te le dire gentiment. Si tu dois comprendre, tu comprendras. Si tu es disposé à comprendre, tu comprendras. Si maintenant tu comprends et ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas forcé. Tu as la majorité, nous sommes en minorité. Bon, on doit se battre pour occuper un peu plus d'espace pour pouvoir avoir plus d'influence. C'est ça le défi. 91 02 02, 91 02 02. Sa préoccupation rejoint une de mes questions. L'UFC peut-elle survivre au-delà de Gilles Christ Olympio? Si vous permettez, par respect pour qui est Gilles Christ Olympio pour moi, qui est mon patron, qui est un père,
Je vous dis qu'il a encore au moins 15 ans en politique. Pour moi, on ne parle pas de après Gilchrist maintenant. Il est encore là, il gouverne, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on arrivera, comme il le dit si bien, au bord de cette rivière-là, on verra comment la traverser. Mais on n'envisage pas cela, pour le moment. Mais gouverner, c'est prévoir. Oui. Si vous ne prévoyez pas, est-ce que vous ne risquez pas d'être surpris? Non, nous ne serons pas. Vous avez un schéma que vous ne voulez pas dévoiler? En tout état de cause, je trouve indécent, ça serait indécent, hein, comme un de ses plus fidèles lieutenants, de venir sur la place publique et parler de son après. Je vous ai déjà expliqué que même s'il nous annonçait qu'il quittait aujourd'hui, nous ferons tout ce qui est légalement possible pour le garder. Donc il n'y a pas d'après. Il est là, il dirige, on le soutient et on essaye de lui permettre de nous amener le plus près possible de la terre promise, qui est le développement de ce pays. Oui, mais les questions reviennent sur ce sujet-là. Goza, par exemple, d'Agoué, 92 41 37, revient sur la question. Bonjour, monsieur le vice-président, et merci pour votre discours politique que je trouve très pertinent. Mais j'ai deux questions. Si les tests du parti UFC ne favorisent pas l'alternance en son sein, avons-nous la garantie qu'une fois au pouvoir, l'alternance au sommet de l'État sera respectée par ce parti? Deux, n'est-ce pas inquiétant si au sein de l'UFC, il n'y a aucun cadre qui soit en mesure de prendre la direction du parti après monsieur Olympio, qui est affaibli par l'âge et qui le reconnaît lui-même tout en essayant de se retirer? Je pense que je répondrai à ces questions-là la prochaine fois. Non, plus sérieusement. On ne peut pas vraiment avoir un débat sérieux sur la chefferie de notre parti sur la place publique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi-même qui suis assis ici, je ne suis pas candidat à sa succession. Parce que je n'envisage même pas qu'il y ait succession dans ces histoires-là. Et même si c'était le cas, on était dans une situation de fait où il n'est pas là, je ne suis pas candidat. Donc vous ne l'êtes pas, mais au sein du parti, est-ce que d'autres ne trépignent pas du pied, ne sont pas impatients C'est les moins compétents qui sont impatients. Ceux qui peuvent vraiment, valablement le remplacer sont au calme. Vous ne les verrez même pas sur les médias, ils sont au calme. Mais je ne peux pas les appeler. Il a beaucoup de compagnons qui l'ont accompagné pendant longtemps. Il a des universitaires de très haut niveau qui ont fait leurs preuves lors des élections législatives, lors des élections locales, qui peuvent valablement le remplacer. Mais comme je vous dis, quand vous avez un Mandela qui est là, on ne parle pas d'après Mandela. Le jour où il ne sera pas là, on verra. Mais Amélie Miassi, comme diraient certains de nos amis d'un autre parti politique. 90, 54, 99, 90, 54, 99. C'est Bilabina Marawele qui nous écrit de Kara. Bilabina veut savoir les relations aujourd'hui entre c'est Gilles Christin et Jean-Pierre Fabre. Monsieur Bilabina, si vous permettez, je préfère ne pas faire de commentaires parce que politiquement, ils ne travaillent plus directement ensemble, mais ils ont des relations familiales. Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est que les relations entre eux, si elles se sont dégradées, continuent à s'améliorer parce que Monsieur Fabre, quand même, est l'architecte de l'UFC, comme vous le voyez maintenant. La structure sur laquelle on roule, je vous montrais les photos là, c'est le travail qu'il a fait dans le temps d'implantation du parti partout dans le pays, sur lequel nous continuons à rouler. Donc, quelque part, c'est quelqu'un de compétent qui a fait un bon travail dont nous avons hérité. Il est parti, certes. Donc, nous lui souhaitons tout le bien possible et nous souhaitons que leurs relations, si elles se sont distendues, se rapprochent. Dans quel sens se fait le mouvement des militants aujourd'hui? De l'UFC vers un autre parti ou d'un autre parti vers l'UFC? Nous avons des gens qui viennent. Qui reviennent? Qui viennent. D'autres qui reviennent. Et c'est l'occasion d'appeler tous qui nous ont quittés et qui sont dans d'autres partis, qui ne se sentent peut-être pas à l'aise là-bas parce qu'ils seront toujours traités comme des étrangers là-bas. Je les invite à revenir à la maison. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de place. Vous avez votre place, nous allons vous accueillir et vous allez continuer à avancer. Et vous savez, notre doyen André Johnson, il nous avait quittés à un moment donné pour rejoindre l'ANC. Et il est revenu. Et quand il est revenu, il est devenu ministre. Pendant 5 ans, il a ensuite été député, vice-président de l'Assemblée. C'est pour vous dire que M. Olympio, c'est un père. Ce n'est pas quelqu'un qui a le cœur dur, qui refuse l'homme. Si tu es parti, tu dois avoir tes raisons. Si tu reviens, welcome home. On va te trouver une place,
trouver lui quelque chose à faire et on va travailler. Vous avez tout récemment le docteur Ekwe Foli Gada qui nous a quittés parce qu'il était attaqué injustement par justement des gens qui n'aiment pas l'action politique. Bon, il est revenu, le président l'a accueilli et dans les semaines qui viennent, il a la lourde tâche, sur instruction du président national, d'organiser un séminaire pour parler de l'Ablodé qui va nous permettre de redéfinir l'Ablodé dans le contexte actuel et dans quelle direction nous allons orienter l'Ablodé. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'Ablodé a servi à l'indépendance, il a servi dans les années 90 jusqu'à un certain niveau à la lutte pour l'alternance, mais moi je reviens aux fondamentaux, qui est que M. Olympio voulait édifier, bâtir une nation et la développer pour que les Togolais soient prospères. Alors moi je reprends à mon compte cet aspect de sa lutte pour dire que je veux que l'Ablodé soit au service du développement et du bien-être des Togolais. Je veux que les Togolais soient à l'aise au Togo. Je ne veux pas qu'on utilise l'Ablodé pour aller faire la guerre, pour aller se bagarrer. Je ne pense pas que c'était l'ambition finale de M. Olympio. Eh bien, quelle est votre stratégie maintenant? Est-ce que vous travaillez pour rebâtir un parti plus grand? Est-ce que vous avez un plan pour cela? Ou faut-il aller vers une union plus large de l'opposition, une coalition de l'opposition? L'UFC est-elle le plus petit commun multiple ou le plus grand commun diviseur de l'opposition? Oh, vous savez, cette affaire de l'union de l'opposition, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Ça viendra lorsque un certain nombre d'intérêts convergeront. Ce dont je veux nous sortir, en fait, c'est de cette mentalité de nous devons chasser quelqu'un ou nous devons nous mettre ensemble pour faire quelque chose à quelqu'un. Il faut oublier ça. La patrie avant les partis. Le Togo d'abord. Pesons les idées. Nous sommes un parti d'opposition. Nous sommes en minorité en ce moment. Il y a des questions sur la table, des questions sécuritaires, des questions économiques, la vie chère, des questions de santé, la Covid. Qu'est-ce que nous proposons pour faire avancer le pays? Et moi, je ne vous cacherai pas que je suis très séduit par les idées que développe mon aîné Adrien Beliki de la CPP ou Djerita Amadou du NET. Dire de là que je vais adhérer à leur parti, non. Nous avons notre propre parti, mais ils ont des idées. S'il s'agit de mélanger les idées pour avoir une proposition qui est plus solide, capable de rallier plus de gens autour de cette idée-là, pourquoi pas? Mais en tant que chef de file de l'opposition, est-ce qu'il ne vous revient pas de créer le cadre, absolument, l'opportunité? Absolument. Je pense qu'au début de l'émission, j'ai parlé de mettre en place un cadre permanent de dialogue. C'est ma priorité pour cette année. C'est une des avancées majeures que nous avons obtenues lors de la concertation nationale entre acteurs politiques. Et si le chef de l'État, dans la volonté qu'il a exprimée de mettre en place la CNAP, et le ministre Boukessi et le gouvernement, qui vont à leur rythme, ont quelque chose qui peut aider la bonne gouvernance dans le pays, c'est la mise en place rapide de ce cadre. Et pour le reste, comme chef de file de l'opposition, c'est l'occasion également de remercier le gouvernement pour les dispositions qu'il prend et qu'il continue de prendre depuis 2 ans pour nous permettre d'institutionnaliser le chef de file, avoir un siège, avoir des employés qui travaillent, pour pouvoir coordonner l'action de l'opposition, servir de réceptacle aux revendications que les différents partis ont, pour pouvoir vraiment faire un travail de synthèse. Et quand on parle d'opposition, c'est des idées, c'est des propositions, c'est une autre vision du pays. Et c'est autour de ça qu'on doit travailler, projet contre projet, idée contre idée, pour voir comment on va faire avancer le Togo. Si tout ce qu'on est en train de faire là, le résultat ne va pas être une augmentation des salaires, une meilleure vie pour tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Même. Que je sois un petit parti ou un grand parti, c'est le bien-être des populations, c'est pour ça qu'on est là. Quelques questions pour clôturer notre émission. Oui. Sauf Adi Kenny qui semble être dans le secret des dieux. 90, 33, 81, 90, 33, 81. Bonne heureuse année à votre invité. Ah oui, votre invité a raison. Hein. C'est vrai, tous les présidents fédéraux ont accepté l'accord de 2010. Seulement, il y avait un problème interne au sein des fédérations du fait de la participation de l'UFC au sein de la CENI et ses démembrements. Oui, presque tous les présidents fédéraux étaient membres, soit président ou rapporteur. Donc, lorsqu'il y a eu clash, tous ceux qui aspiraient se retrouver au sein de la CELI et ces démembrements ont vite rejoint l'ANC. Et Sofa Dikeni. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que je n'étais pas au Togo à cette époque-là. Il y a eu des choses qui se sont passées à cette époque-là. Moi, tout ce que je dis aujourd'hui, si vous avez déjà été de l'UFC, c'est votre maison, revenez-y.
on vous attend, on va vous accueillir, nous allons travailler ensemble. Nous n'allons pas travailler contre quelqu'un, ni contre un autre parti politique, que ce soit un parti d'opposition ou que ce soit le parti au pouvoir. Nous ne travaillons plus contre quelqu'un ou contre quelque chose. Nous travaillons pour le Togo, nous travaillons pour l'intérêt des Togolais, nous travaillons pour votre bien-être. Si quelqu'un, quel qu'en soit son parti, vient avec quelque chose qui n'arrange pas le Togo, nous ne l'accompagnerons pas. Ce téléspectateur, il veut passer inaperçu. Il voudrait le contact de notre invité et oui. appartenir au parti. Hein. Oui. 90 39 42 47, c'est mes coordonnées. Ah bon, vous avez votre contact 90, en direct oui, 90 39 42 47. Si vous avez des questions, vous avez des idées, des propositions pour nous permettre, qui peuvent nous permettre de faire sortir le pays de l'ornière, écrivez-nous. Au bout de 72 heures, mon équipe ou moi-même, nous vous répondrons. Nous sommes à votre service. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'amuser, même si je suis vice-président de l'Assemblée. Je suis à votre service. Vous êtes citoyen, je suis à votre service. Donc, nous sommes là pour vous servir. Donc, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les envoyer 90 39 42 47, des questions, des commentaires, des analyses. Nous sommes ouverts par WhatsApp. Par contre, si vous appelez, je ne décroche pas souvent. Donc, il y a une équipe qui va peut-être décrocher et c'est plus long. Mais si vous nous écrivez par WhatsApp ou par texto, c'est plus rapide. On va vous répondre. Une dernière question, 90 11 85. 90 11 85. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous éclairer. Bonne heureuse année à M. Ali Puis. Est-ce possible de nous dire exactement le poids politique de l'UFC sur l'échiquier politique du Togo? Qu'est-ce que l'UFC fait pour le développement du Togo? C'est Ben de Sokole. Donc, je vais répondre très rapidement, puisqu'on tire à la fin, je dois faire le mot de la fin. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas venir vous raconter ma vie, qu'on pèse 30% de l'électorat. Non. Si je prends les résultats des 3 dernières élections auxquelles nous avons participé, nous oscillons entre 5 et 7% des suffrages exprimés. Mais cela étant dit, nous n'avons pas présenté des gens dans toutes les circonscriptions aux législatives, aux locales, et nous n'avons pas présenté des candidats à la présidentielle. Donc tout cela nous handicape. Mais au vu de la tournée que nous venons de faire, nous sommes un parti d'implantation nationale. Si vous revenez pour nous épauler et que nous changeons de cap, au lieu de nous battre pour des questions d'alternance et de renvoyer des gens par-ci, par-là, nous nous concentrons sur les questions de développement, je peux vous promettre que nous sommes un parti qui va peser beaucoup plus qu'il ne pèse, que ce soit au Parlement ou dans les conseils municipaux aux prochaines élections. Donc c'est ce que je peux lui répondre. Donc de façon spécifique, nous pesons entre 5 et 7%. Au vu des dernières élections où nous avons positionné les gens pas partout. Maintenant, quand nous serons mieux organisés et notre focus sera uniquement les questions de développement, comme nous essayons d'orienter le parti dans cette direction, nous serons un parti qui pèse plus. Même si on n'est pas les premiers de classe, nous serons parmi les 5 premiers. Et c'est ça déjà qui est le plus important. En une minute, que pensez-vous de la gouvernance de Faure Gnassingbé? Je vous ai expliqué un peu plus tôt que la gouvernance, c'est une affaire collective. Il y a ce qu'il fait, il y a comment nous réagissons, et c'est le tout qui fait la gouvernance. Moi, si j'ai quelque chose à dire le concernant personnellement, c'est d'exprimer ma gratitude. Parce que vous savez, pour présider que ce soit pour présider le dialogue ou être vice-président de l'Assemblée, c'est sa majorité qui a fait une fleur à l'opposition. Et sa majorité n'aurait pas pu le faire sans sa volonté politique. Et ne pensez pas que c'est un cadeau qu'il m'a fait. C'est une responsabilité pour laquelle il est en train de tester la jeunesse, puisque je suis arrivé à ces fonctions-là à 41, 42 ans. C'est une responsabilité qu'il a confiée à l'opposition et à la jeunesse. Donc nous faisons de notre mieux pour honorer cette confiance qui nous a été faite et servir au mieux l'intérêt des Togolais. Donc moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur sa gouvernance. Mais qu'est-ce qu'il doit améliorer, selon vous? Ce qui doit améliorer se fait déjà, c'est la communication. Il ne communiquait pas beaucoup, mais maintenant, ça communique beaucoup plus. Et vraiment, il faut qu'on règle le problème de la vie chère. C'est une bombe à retardement. La vie coûte de plus en plus cher. Ce n'est pas sur les médias que je vais faire des critiques. J'ai formulé des propositions, baisser la TVA, voir qu'est-ce qu'on peut faire au plan fiscal. Il faut faire l'identification. Ce sont ces choses-là qui vont permettre d'améliorer la gouvernance, qui est une responsabilité partagée. Ce n'est pas sa responsabilité à lui seul. Nous aussi, nous sommes dans le bateau. Mais l'état d'urgence, est-ce que vous ne pensez pas qu'il dure trop? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur cette affaire de Covid? Écoutez, on est à quasiment 7000 cas maintenant. En son temps, on aurait mis un couvre-feu. Si on avait allégé l'état, on avait réduit l'état d'urgence, on allait devoir le prolonger de toutes les façons. Moi, je pense que c'est un faux débat. Le vrai débat aujourd'hui, c'est que la vie coûte cher au Togo. Nous avons une crise sanitaire, nous avons une crise économique qui commence, une récession qui commence, et nous avons une menace sécuritaire qui est sous-régionale. Au lieu de... Nous sommes tous dans un bateau,
au lieu que chacun rame dans une direction différente pour dire que moi j'ai raison, donc je rame comme ça. Lui aussi dit il a raison. Il y a une majorité dans le pays qui s'est dégagée à l'issue des élections, qui veut qu'on rame d'une certaine façon. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas, ils sont aux affaires. Ramons dans cette direction-là, puisque nous sommes au cœur d'une tempête. Quand on sortira de la tempête maintenant, au cours des élections, on aura un débat sur dans quelle direction ce bateau-là doit aller et chacun proposera la direction dans laquelle il veut qu'on rame et les habitants du bateau décideront et nous commencerons à ramer dans la direction de la majorité qui se sera dégagée. J'avais une question sur la sous-région, notamment la crise au Mali où la CEDEAO s'apprête à sortir la batterie de sanctions, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vais vous donner une minute pour conclure cette émission. Oh, je répondrai en moins d'une minute. Comme vice-président de l'Assemblée, je ne peux pas me mêler des affaires d'un pays, des pays frères, donc je ne ferai pas de commentaires, si vous permettez. Donc, comme vous n'aimez pas les coups d'État, on devrait les sanctionner, logiquement. Pas de commentaires. Il y a eu un coup d'État là-bas. Merci, honorable Sénat Alipi. Nous vous souhaitons une bonne, heureuse année 2022. 2022 pour les Togolais, qu'est-ce que vous souhaitez pour finir? Je souhaite qu'on trouve une solution à la vie chère, qu'on trouve une solution à la Covid, que la menace sécuritaire soit jugulée. Et je souhaite plus de paix. Je souhaite un ancrage plus fort de la démocratie et des libertés. Et je souhaite qu'on soit plus à votre service, qu'on puisse vous mettre à l'aise. Aidez-nous à vous aider. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Merci. Sénat Alipi, député à l'Assemblée nationale du Togo, troisième vice-président. Il est le conseil spécial de Gilchrist Olympio, le président national de l'Union des forces de changement. Nous arrivons donc à la fin de notre plateau de cette semaine. Après le débat politique, vous pouvez à loisir basculer sur les chaînes sport de New World TV pour suivre en direct la Coupe d'Afrique des Nations. Vous pouvez le suivre avec le bouquet New World TV à travers nos chaînes partenaires ST de notre bouquet. Nous remercions pour la coordination technique Sylvain Tata Adjibli. Les caméras étaient assurées par Thomas Choy et Stéphane Kouanou. À la diffusion Samuel Agnala, réalisation Gildas Jamajako. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et à très bientôt.